Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire un peu spécial aujourd'hui puisque on travaillera en binôme avec notre partenaire ST Microelectronics. J'espère que tout le monde m'entend. Il est 11 heures et nous allons commencer. J'espère que Alain et Benoît vous m'entendez. En effet, Alain et Benoît seront aujourd'hui les présentateurs. Alain pour Würth Electronic, Benoît pour ST Microelectronics. La session, comme d'habitude, durera environ 45 minutes. On se laisse une flexibilité de 15 minutes en plus pour les questions-réponses. Pas d'inquiétude, votre micro est coupé, enfin, sauf Alain et Benoît, bien sûr. Je vous laisserai prendre la parole dans un instant. Pour les participants, vous avez la possibilité de poser des questions via la petite fenêtre questions-réponses que vous voyez à l'écran, ou alors si vous utilisez une tablette, avec le bouton point d'interrogation. Je vois que des questions-réponses sont déjà arrivées, c'est que tout le monde m'entend. À la fin du webinaire, bien sûr, le replay sera disponible. On vous mettra aussi à disposition les PDF. Donc les replays seront dispo sur notre site habituel Webinaire France. Il y aura aussi un petit questionnaire pour que vous donniez vos retours et vos besoins éventuels pour la suite. Juste avant, pour vérifier que tout fonctionne bien de votre côté et que l'interface fonctionne, je vous propose juste ce petit questionnaire pour vous demander comment est-ce que vous avez été informé de ce webinaire, quel a été le moyen de communication qui vous a atteint. Je laisse juste 20 secondes à cette question et ensuite on démarre. Messieurs les présentateurs, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. La question, par quel biais avez-vous été informé de ce webinaire, s'il vous plaît? C'est pour optimiser nos moyens de communication. Voilà, j'en suis à déjà une dizaine de secondes. J'espère que tout va bien. Je vois que les deux tiers ont répondu. Je vais pouvoir fermer le sondage. Merci à tous. Je vous montre, si vous voulez, la réponse. Elle est ici. Et je masque le questionnaire. C'est parti. Alors, je vais laisser l'honneur à notre invité, Benoît Forêt, qui est de chez ST Microelectronics. Est-ce que Benoît, tu m'entends? J'espère que oui. Oui, je t'entends. Très bien. Alors, je te donne les droits tout de suite et comme ça, tu peux partager ton écran. Et puis, c'est parti. Bonne session. À tout à l'heure, tout le monde. Alors là, on voit l'écran, on voit ton écran avec les notes, donc il faudrait mettre l'autre écran si c'est possible. L'autre écran. Est-ce que c'est mieux? Voilà, parfait. Bonne session, à tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je vais vous faire une présentation sur la migration au connecteur USB-C côté device. L'USB-C et le Power Delivery est un grand sujet, on va essayer d'aller assez vite. Je me présente. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Je me présente, je m'appelle Benoît Forêt, je suis en charge du développement produit marketing au sein de ST Microelectronics dans une division Analog et RF. C'est une grosse division qui est en charge de nombreux produits, notamment des produits de power management et aussi de nombreux produits analogiques dans le traitement du signal et les interfaces. Voilà, donc là, il s'agit d'une famille de produits de type USB interface que je vais vous présenter. On va aller très vite sur les aspects marché. On va parler de risque de migration avant d'entamer le sujet. C'est un des principaux points sur lequel je souhaite insister aujourd'hui. Et puis après, je vais vous montrer deux exemples d'implémentation en USB-C pour vous donner une idée de la complexité de migration. Voilà, donc en ce qui concerne le marché, c'est vrai qu'on est sur un marché où de nombreux
produits se répandent sur le marché avec de plus en plus des batteries intégrées. On se trouve face à un consommateur, un public qui a besoin de charger n'importe où, n'importe quand. Et c'est pour cela en partie que le connecteur USB-C a été introduit sur le marché et qui permet le support de la norme USB Power Delivery, qui est une norme qui permet d'alimenter des appareils à hauteur de 100 watts, 20 volts, 5 ampères, et qui permet en particulier l'adoption d'une charge dite universelle dans la limite de ce budget de puissance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui intéresse principalement les jeunes générations. Ça matche bien avec le besoin de portabilité, de connectivité, et puis aussi l'universalité permet de minimiser son impact environnemental. Voilà, donc au niveau de l'industrie, on observe depuis quelques années beaucoup d'innovations, que ce soit côté source, donc le secteur des alimentations à gauche, ou alors le côté sync, pour ce qui est des appareils en général mobiles, mais pas forcément. Côté source, je vais pas l'aborder aujourd'hui, mais ce qu'on observe, c'est l'intégration de plus en plus de la partie AC/DC. Cette intégration est en train de se faire du côté du chargeur mural de plus en plus. Donc il y a beaucoup de R&D en cours en ce moment pour réduire l'impact de la conversion AC/DC en termes de volume et pouvoir proposer à hauteur de 100 watts. C'est le challenge, cette puissance intégrée dans la prise. Et côté sync, on observe de plus en plus un remplacement des connecteurs dits legacy de type micro B qui symbolisaient les devices en USB qui migrent vers le connecteur USB type C, d'une part, et puis cette nouvelle norme qui permet de fonctionner non seulement à 5 volts, mais aussi à 9, 12, 15, 20 volts ou tous les niveaux intermédiaires, qui permet de considérer l'emplacement de DC barrel, ce qu'on appelait les connecteurs jack d'alimentation propriétaires. On peut désormais remplacer ces connecteurs propriétaires par un connecteur universel, le connecteur USB type C. Donc on passe d'un environnement où la mécanique guidait un petit peu la mécanique du connecteur guidait un petit peu la tension d'alimentation à un connecteur dit universel et où l'électronique va devoir gérer la tension d'alimentation. Donc on fait là une négociation entre un source et un sync, et cette négociation à la fin va permettre de remplacer un AC adapteur particulier par un simple câble, ce qui favorise évidemment la mobilité et la portabilité. Voilà, du côté des standards, c'est aussi quelque chose qui est poussé notamment en Europe. Ça permet la reusability, le partage des chargeurs. Ça contribue à la réduction des composants électroniques ou de gâcher les chargeurs qui se multiplient d'un appareil à l'autre. Ça permet une expérience utilisateur améliorée. Il y a moins de questions à se poser. Et puis c'est fortement encouragé aussi, notamment en Europe, par la communauté européenne. Ça a déjà commencé avec les téléphones portables et c'est un trend qui va être fortement poussé. Au niveau technique, passer de l'USB mini B ou micro B à l'USB-C, ça permet de passer d'un budget courant de 1,5 ampères de charge à 5 volts à 3 ampères. Ça permet aussi de travailler sur la tension d'alimentation pour ceux qui le souhaitent, donc de passer de 5 volts à éventuellement 9 volts à puissance constante. Donc ça permet d'augmenter un petit peu la capacité et aussi d'améliorer l'efficacité de charge quand on choisit d'augmenter la tension. Pour des appareils qui étaient à présent alimentés par des connecteurs d'alimentation propriétaires, ça permet de basculer sur un connecteur standard.
Ça permet de travailler aussi sur la forme du produit en le rendant un petit peu plus sexy et plus petit. Ça permet de se passer, on le voit de plus en plus, d'un AC adapteur propriétaire. Voilà, donc on observe de plus en plus de marques qui fournissent non plus un AC adapteur avec leur appareil, mais un simple câble. Et puis en termes d'expérience utilisateur, voilà, c'est le bénéfice de pouvoir voyager quand c'est possible avec un seul AC adapteur afin de le partager entre différents appareils. La dernière trend, notamment dans l'industrie, c'est certaines compagnies qui ont commencé à migrer des appareils où le câble d'alimentation est attaché à l'appareil, ne peut pas être enlevé, et où donc le bloc ACDC est intégré à l'appareil. On observe de nombreux clients qui commencent à supprimer ce bloc ACDC, à le transformer en un bloc DC-DC, ce qui permet ensuite de réduire déjà d'une part la complexité de l'appareil, son coût, et ensuite de pouvoir livrer à travers le monde un même matériel, mais avec différents AC adapteurs, chacun étant adapté à la législation locale. Et ça, et voilà, c'est un des bénéfices qu'on voit de plus en plus apparaître de ce genre de technologie. ST est impliqué dans le standard depuis de nombreuses années. Voilà, donc on siège au board avec principalement nos collègues américains pour la définition du standard. Donc on a une expertise reconnue sur l'USB, en particulier le type C, le Power Delivery. Donc ces gens-là sont basés avec moi dans la région de Grenoble, dans les Alpes françaises. Aujourd'hui, ST a développé un portefeuille complet qui permet d'adresser différents types d'applications, de la charge à 5 volts, de la charge jusqu'à 20 volts, de la charge plus des features additionnelles qui sont permises par le standard. Ceci pour différents types d'appareils, donc en source, en sync, en dual role, puisque c'est possible. Je vais m'arrêter que sur la partie charge 5 volts et 20 volts, côté sync. Je vais pas commencer par vous présenter les produits, je vais commencer par vous parler de protection. Contrairement à l'USB-C traditionnel, on rentre dans un milieu de charge où en fait la puissance commence à dominer les débats. Donc il faut en être conscient, quand bien même on travaille sur une application qui reste à 5 volts. Quand on adopte l'USB-C, on rentre dans le monde du high power limité, mais on parle de 20 volts 100 watts. Donc dans le design du produit, il n'y a pas que la partie software, logiciel ou simple contrôleur qui compte. Il y a la partie power management qui rentre en compte et il y a de nombreux use cases à gérer. Donc ça, c'est vraiment important d'en tenir compte. Vous avez pu constater sur le web ces dernières années différents articles qui parlaient pour les premiers adopteurs de différents problèmes de protection liés à des câbles qui sont pas forcément certifiés ou trop peu chers. Des implémentations qui sont faites de manière trop rapide ou lors d'un premier design, on peut constater que certains pensent qu'il s'agit simplement d'un connecteur, d'un nouveau connecteur mécanique. Or, c'est pas le cas. Donc, ça conduit parfois à des problèmes d'expérience utilisateur avec des problèmes d'interopérabilité ou des problèmes de protection. Donc ça, c'est voilà, ça a été le cas pour Raspberry Foundation l'année dernière. Ils ont dû revoir leur carte pour ce genre de problématique. Voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Cela dit, quand on est averti, c'est plus facile d'y prendre garde. Pourquoi les protections sont importantes? Parce que le standard permet de connecter des appareils 5 volts à des appareils 100 watts. Voilà, donc là, l'utilisateur n'est pas forcément averti de la puissance de chacun des appareils. Le connecteur est le même. Comme c'est le même, on peut les connecter mécaniquement ensemble.
Et donc, c'est des use cases auxquels il faut penser. De la même façon, il est possible de connecter des AC adapteurs ensemble. Voilà, donc ça peut poser problème. Le standard permet aussi la bidirectionnalité de la puissance, donc ça c'est assez unique. Dans le cas du Power Delivery, il est possible de charger dans un sens puis dans l'autre pour certains appareils. Donc ça c'est quand même bon à savoir. Et puis il faut se protéger des appareils plus low cost ou des câbles qui vont être mal conçus. Côté standard, voilà une chose importante. Qu'est-ce que dit le standard? Qu'on soit source ou qu'on soit sync, il faut se protéger soi-même. Donc même si on a un appareil 5 volts, il faut se protéger comme si on pouvait être connecté sur des appareils de 20 volts et de 5 ampères. Donc il ne faut pas compter sur l'appareil auquel on est connecté pour se protéger. Il faut assurer sa propre protection. Côté sync, ça passe par de l'overvoltage protection, éventuellement de l'overtempérature protection. Si on a des batteries, il faut gérer proprement la décharge. Et puis, on n'est pas forcément obligé de s'assurer de la protection de l'appareil distant. Mais évidemment, à ST, on essaye de faire cela au maximum, en particulier pour les contrôleurs sources. Voilà, ce sera tout pour la protection. Côté implémentation, comment procéder au remplacement de ce qu'on appelle les ports micro B ou les ports d'alimentation propriétaires? Je vais commencer par le 5 volts. Il y a quelques basiques à savoir, notamment lorsque on s'attaque pour la première fois à un design côté sync. Donc il ne s'agit pas d'un simple changement mécanique de connecteur. En adoptant l'USB-C par rapport à l'USB micro A ou micro B, on passe d'une implémentation dite hot socket, donc où la tension est présente sur le net d'alimentation, le VBus, à une implémentation dite cold socket. C'est-à-dire que un source, quand bien même on lui connecte un câble, n'a pas vocation à alimenter le VBus tant qu'il ne reconnaît pas de l'autre côté du câble un appareil qui s'identifie comme étant un device. Donc ça change un petit peu la donne. Donc ça nécessite un contrôleur, y compris en type C 5 volts, pas seulement en power delivery. Et ça nécessite des protections particulières, plus qu'avant. Voilà, donc des exemples qui permettent de montrer comment du micro B, du mini B, du A femelle peut facilement être remplacé par du type C. Donc ça utilise un premier contrôleur qui s'appelle STUSB45L. Et puis dans le cas d'un power plug de type 15 volts, on va utiliser quasiment la même implémentation, mais avec le support du power delivery en plus. Et c'est un autre circuit qui s'appelle le STUSB4500. Voilà, donc les applications qu'on vise, côté 45L, ça va être les anciennes applications micro B. Donc on retrouve là-dedans notamment les cigarettes, les enceintes Bluetooth. On a aussi les terminaux de paiement, tout ce qui est gaming, accessoires, les casques audio Bluetooth qui ont besoin de s'alimenter. Côté 4500, on a des applications qui fonctionnent à plus forte tension. Donc on a toujours les smart speakers, on peut avoir des alimantes, on peut avoir du LED lighting, ça se fait de plus en plus, qui fonctionne à 12 volts notamment. Et puis on a même des power tools, donc des appareils de bricolage grand public, traditionnellement alimentés à 14-18 volts. Ça peut rentrer dans la gamme de l'USB Power Delivery. Voilà, donc on offre un produit qui est disponible à la fois en QFN et en CSP package. Je reviendrai là-dessus. Alors, comment se passe l'implémentation? Dans une approche classique, on a un certain nombre de fonctions à couvrir. Il faut gérer le mode d'aide batterie, donc côté sync, comment s'identifier en tant que device alors qu'on n'est pas alimenté. Ça, c'est une première problématique. Ou que la batterie est à plat. Il faut vérifier la tension d'alimentation sur le VBus,
il faut s'assurer qu'elle est nominale. Il faut s'assurer qu'elle le reste à 5 volts et déconnecter le chemin de charge si c'est pas le cas. Il faut assurer la décharge. Il faut reconnaître la capacité en courant d'une source. Donc en USB-C, ça peut être un courant par défaut de type USB 2 ou USB 3, 500 mA ou 900 mA, ou alors 1,5 A ou bien même 3 ampères. Voilà. Et puis il faut gérer le restart en cas de faute. Dans des implémentations traditionnelles, on a souvent un petit contrôleur digital à 5 volts, donc ça présente un risque. Il faut en plus l'alimenter localement. Donc ça peut être problématique si on est uniquement alimenté par une batterie qui peut être à plat. Et puis on retrouve un switch de protection traditionnel qui bien souvent est passant par défaut et qui s'ouvre en cas de faute. Donc ça, c'est un petit peu à l'inverse de l'approche du type C qui recommande ce qu'on disait tout à l'heure, une implémentation dite cold socket. On ne ferme le switch que si la tension est bonne. Voilà, donc avec une implémentation proposée par ST avec le ST USB 45L, on a un composant qui est designé en technologie mix signal high voltage. High voltage, ça reste du 20 volts, mais ça nous rend robuste jusqu'à 30 volts. Et ça nous permet notamment de nous alimenter directement du côté du connecteur. Donc on n'a pas besoin de recourir à une alimentation locale sur la batterie. Donc ça nous rend autonome et ça permet de ne pas contribuer à la décharge de la batterie quand le port n'est pas utilisé. On est aussi protégé sur le connecteur aux arcs électriques, notamment jusqu'à 20 volts. Et quand les conditions sont réunies, ça nous permet de fermer nous-mêmes le switch de protection qui, dans ce cas-là, est ouvert par défaut. Donc en cas de haute tension à la connexion, cette tension-là n'est pas propagée au reste du circuit. Et puis, on est capable de piloter directement le batterie chargeur, que ce soit en hardware ou en software, pour pouvoir lui indiquer quel est le courant maximum de charge disponible à la connexion. Tout ça potentiellement sans software, donc c'est vraiment très robuste, fiable et très simple d'implémentation. Voilà, c'est certifié évidemment. Et c'est un produit qui est vraiment extrêmement simple à l'usage. Là, c'est les principales caractéristiques, je vais aller vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que les protections sont intégrées, que le circuit se gère tout seul. Il n'a même pas besoin d'être alimenté sur la batterie de l'application. Il va s'identifier lui-même à la connexion avec le source à travers le câble. Il va s'alimenter par le câble. Il va faire savoir qu'il s'agit là d'un signe qui va demander le courant et il va valider que la tension est bien la tension 5 volts. Voilà, et en plus, il va pouvoir gérer le batterie chargeur pour charger à la bonne vitesse. Voilà. Le schéma est assez simple. Vous pourrez l'étudier dans la présentation. Il n'y a pas beaucoup de composants. On a évidemment le connecteur. Donc un mot sur le connecteur. Pour garder la certification du contrôleur, il faut évidemment un connecteur certifié. Donc voilà l'objet de notre collaboration avec Würtz Electronic. La robustesse, la qualité du connecteur comptent beaucoup dans l'application. Les principales features, donc là où on insiste, c'est pas seulement la stack, le contrôle, c'est toutes les problématiques de sécurité et d'interopérabilité qui vont au-delà de la simple gestion du standard. Et c'est là que réside le savoir-faire de ST Microelectronics. Voilà, on a un certain nombre de livrables qui sont très peu chers. Les cartes pour permettre l'implémentation des migrations, des essais rapides, tout est disponible en ligne sur simple download, y compris les fichiers Altium. Donc c'est vraiment très très simple d'opérer une migration en très peu de temps. Tout est en open source, donc il n'y a plus qu'à copier-coller. Le software est même disponible pour ceux qui veulent l'utiliser.
En Power Delivery, j'ai bientôt terminé. En Power Delivery, on a des use cases qui demandent un petit peu plus de puissance, mais le principe d'alimentation est le même, le principe de connexion est le même. On a un contrôleur qui cette fois-ci va beaucoup plus travailler avec une mémoire non volatile ou une RAM afin de sauvegarder en son sein différents profils de négociation. Donc là, le contrôleur est capable de négocier une tension déterminée à l'avance. 9 volts, 12 volts, 16,5 volts, peu importe, qu'on va pouvoir figer dans une mémoire non volatile. Ça permet l'utilisation du circuit en mode autonome. Ou bien on va le gérer par software à l'aide d'un microcontrôleur extérieur où on va indiquer au circuit quelles sont les tensions qu'il doit négocier et ensuite tout est géré de manière automatique à l'aide du protocole. Voilà, donc ça permet à un device de s'alimenter à loisir, soit avec un chargeur propriétaire à une tension propriétaire, soit de travailler avec un chargeur universel qui va fonctionner avec des nœuds communs, donc le 9 volts, le 15 volts ou le 20 volts. Ça permet une grande souplesse et d'accéder à ce monde de l'universalité. C'est assez simple à mettre en œuvre. On travaille là sur des produits standalone. On a des cartes d'évaluation qui sont là pour ça, qui peuvent se connecter de manière optionnelle à des cartes microcontrôleurs que vous pouvez trouver chez ST aussi, qui vous permettront de faire différents essais 5 volts à différentes tensions. La version super intégrée est aussi disponible, voilà, qui utilise donc des connecteurs First Electronic. C'est vraiment très simple à mettre en œuvre et on a un grand nombre de livrables disponibles en ligne. Là aussi, on a une communauté très dynamique, GitHub, Arduino, Tindy, où vous trouverez beaucoup d'ingénieurs qui ont retravaillé les librairies open source qu'on peut livrer, qui ont joué avec pour migrer tout un tas de composants. Donc c'est vraiment assez simple. Il y a une GUI, il y a des boards, il y a des fichiers électroniques, les schémas. Ça se passe plutôt bien. En général, on arrive à des résultats assez simplement. Voilà, c'est tout pour moi. Ça, c'est les derniers messages. C'est assez marketing. Je vais vous épargner ça. Mais voilà, en cas de question, je serai là pour y répondre. Voilà, Alain, je te laisse la main. Merci Benoît. Je vais passer la main à Alain. Pendant ce temps-là, j'ai répondu à pas mal de questions. Il y en a une qui concerne, pour laquelle tu seras vraiment plus qualifié que moi pour y répondre. Je te laisserai regarder si tu veux bien. C'est une question qui a eu lieu à 11h24. Et Alain, D'accord. tu as désormais la main. Euh, et je pense que tu peux partager. Tu m'entends Alain? Ça y est, je suis en cours. Super. Bonne session. Bonjour à tous. Je vais compléter la présentation de Benoît pour parler du connecteur type C, parce que depuis qu'on le propose ou qu'on propose cette solution, que le standard a été mis en place, il y a quelques inquiétudes sur le connecteur parce qu'il est petit, parce que il semble être fragile et même si la spécification de l'USB a demandé une grosse amélioration sur le connecteur classique micro B, de par même la réversibilité. Donc, je vais vous montrer quelques caractéristiques qui vous montrent que le connecteur type C, il est petit, mais il est costaud. Et puis, on fera un petit brief sur tous les points que Benoît a parlé, sur le besoin d'avoir la décharge de la tension, donc de s'assurer que c'est un cold connect, donc je ne dois pas avoir de tension quand je me connecte. Deux, trois petites bricoles pour avoir une vision plus globale des fonctions électroniques qui y a autour. Donc, on est parti. Si vous avez des questions, hein, vous savez, vous avez le questionnaire. On répondra à la fin.
C'est quelle heure? C'est 11h30, c'est l'heure de l'apéro. Donc, pendant que vous buvez l'apéro, si vous êtes en home office, eh ben, profitez de la présentation qui arrive. Donc, en fait, pourquoi l'USB type C? Pourquoi l'USB.org a voulu développer un nouveau standard? Bah, en fait, il est en train, à mon avis, il est en train un peu de se faire défoncer par le HDMI et d'autres protocoles qui arrivaient aussi sur le marché en termes de transfert de data, plus la possibilité de faire de la charge rapide avec un USB à 500 milli ou à 900 milli. On commençait à devenir un peu court sur pattes. Donc, ils ont eu l'idée de se dire, bah, tiens, on va se réveiller un peu, puis on va essayer de rester sur le marché pour que l'organisme soit encore vivant et propose de nouvelles solutions. Donc, si j'ai bien tout suivi, parce qu'ils changent les noms, parce qu'après les USB 3.1, 3. quelque chose, etc., c'était un peu invivable avec tous les numéros. Ils ont rechangé en mettant des petites phrases un peu plus compréhensibles sur les vitesses de com disponibles, mais ça, c'est juste pour la culture technologique. Donc, l'idée de l'USB type C, c'est d'avoir un connecteur universel, en fait, pour pouvoir virer tous les connecteurs de la création. Apple, qui vient de sortir son iPhone 12, a enfin finalement mis le type C aussi dessus. Et son argument commercial est de dire, si ce n'est qu'il a réduit le coût, de dire que ben, maintenant dans le coffret que vous allez payer 1000 balles, il met plus qu'un cordon. Puisqu'il a décrété que l'alimentation, ben, vous pouvez avoir n'importe laquelle, puisque le type C est universel. Donc, vous pouvez, juste avec le cordon, aller vous plugger quelque part pour récupérer la ligne pour charger l'iPhone. Comme il y a la possibilité d'avoir des choses propriétaires avec le type C, avec le protocole, donc il va garder sa politique de t'achètes pas Apple, tu peux pas utiliser d'options et d'accessoires sur mon téléphone. Donc pour lui, tout se passe bien. Il a juste, d'un point de vue marketing, il a viré la lime. Donc d'un point de vue écolo, eh ben, ça fait une aliment en moins parce que comme je change le téléphone tous les 2 ans, la lime, elle est obsolète, je vais la jeter. On va parler de recyclage, on va parler de packaging aussi, parce que si je mets dans la boîte, si je mets une boîte plus grosse en mettant la lime dedans, eh ben, les écolos, ils sont pas contents, etc., etc. Donc c'est un créneau pour l'industrie aussi, hein, pour entrer, pour profiter de cet engouement populaire, on va dire, sur ce thème. Donc l'avantage, c'est que c'est interopérable. J'utilise plus que le même connecteur. Comme j'utilise plus que le même connecteur et que les connecteurs de com, en général, ils sont un peu sensibles, on peut pas faire des cycles de plug and plug toutes les 2 secondes. Donc, on a demandé un minimum de 10 000 cycles. Si on charge 2 fois par jour ou si on plug des plugs 2 fois par jour, ça commence à faire 14 ans d'utilisation sur le connecteur. Donc, sur un produit industriel, je connais peu de produits industriels dont la durée de vie est 14 ans, pour pas dire j'en connais quasiment pas. Donc, on est large dans l'utilisation du connecteur type C sur sa robustesse mécanique d'utilisation. Pour éviter la fameuse contrainte de l'USB A, on a une chance sur 2 de se planter à chaque fois et très généralement, on utilise 3 fois le connecteur pour retrouver le bon sens parce que même quand on le met dans le bon sens, on n'arrive pas à le plugger. Donc, plus de soucis de savoir dans quel sens je le mets, je le prends, il rentre et c'est tout bon. Compatibilité avec le reste, avec l'ancien USB, hein, comme d'habitude. Donc, je peux très bien utiliser du 2.0 avec ce connecteur. Je peux utiliser du 3.1 si les pros et les multiplex
sont dispo, et si j'ai envie de pouvoir cracher de la data en même temps. Je peux faire de l'accessoire avec, puisque sur le connecteur, il y a des pins qui sont prévus pour prévoir tout ce qui est accessoire, au moins d'informer le système qu'il y a un accessoire qui est plugué. Et petit à petit, ce que j'ai envie de faire, ce que les gens ont envie de faire, c'est de s'affranchir du 5 volts pour pouvoir faire de l'alimentation au travers de ce petit connecteur, un cordon universel où je vais pouvoir mettre jusqu'à 100 watts, donc jusqu'à 20 volts et 5 ampères, qui va me permettre d'alimenter quasiment tous les produits portables de la création. Les plugs secteurs dont Benoît a mentionné tout à l'heure le développement. Aujourd'hui, le marché des gros fournisseurs de plugs secteurs vont sortir, si ce n'est pas déjà en cours de production, le 45-60 watts. Parce qu'aujourd'hui, avec un PC, j'ai assez de 60 watts pour le charger. Et les gros systèmes, genre télé, pour le moment, l'introduction du type C est pas encore là, donc ils préfèrent commencer par l'appel du marché, donc 45-60 watts dans un plug secteur qui, pour mémoire, fait 4 cm par 4 cm sur 3, puisque c'est à peu près un standard international. Donc 60 watts dans ce volume-là, c'est déjà touchy. Il y a une révolution technologique quand même à amener là-dessus, d'où probablement l'utilisation de GaN et pas de MOSFET traditionnel. On va plutôt passer sur du transistor GaN. Et le 100 watts est en cours de finalisation jusqu'à ce que le marché appelle ce genre de business. Deuxième possibilité, c'est puisque je fais de la data, l'intérêt c'est de pouvoir aussi accepter tout type de protocole. Donc il y a des accords qui ont été passés avec plusieurs standards internationaux, donc comme le HDMI, où je peux très bien utiliser mon connecteur type C pour transférer de la vidéo et faire des choses comme ça. Il suffit juste que je prévoie sur ma board avec les pins adéquates le transfert de l'information. Et gars, je me connecte d'abord en type C, en USB. Par contre, je demande l'autorisation de shifter. Je ne veux pas utiliser le transfert en USB. Je veux utiliser l'HDMI. OK, si je suis compatible, j'autorise le transfert. Donc là, pareil, un seul câble, ça sera toujours le même, le type C. Le pinning, si vous êtes un peu habitué, vous le connaissez déjà sur le réceptacle, hein, tout est prévu. J'ai besoin d'une alimentation, donc j'ai des pins d'alimentation qui sont prévus. J'en ai 4. Pourquoi 4? Parce que je veux quand même passer 5 ampères. Le connecteur est petit, donc je vais passer 1 ampère 25 par pin sur l'alimentation pour pouvoir faire mes 5 ampères. Mon bon vieil USB 2 hein, qui est là, donc j'ai prévu les connexions. Les sidebands sur le côté, c'est ce que je vous disais, c'est si j'ai envie de faire quelque chose d'autre, je vais utiliser ces deux pins pour informer le système que je veux faire quelque chose d'autre que de la simple alim ou du simple USB. Les pins les CC1, ça va vous permettre justement de vous identifier, c'est les pins de configuration. Donc si vous êtes sync, si vous êtes source, et puis toute la com se fera à l'intérieur de ce canal de discussion. Toutes les reconnaissances, toutes les requêtes se feront au travers de ce canal. Et puis là, vous retrouvez les datas pour le transfert au débit. Même chose sur le réceptacle, sur le plug, pardon. Par souci purement économique, comme si le prix allait être divisé par 1000, on a viré 2 pins sur le connecteur parce que comme instance centrale pour de l'USB 2.0, je me fous de les avoir sur les deux côtés. Donc c'est pour ça qu'il manque 2 pins sur le plug.
Interopérabilité, cycle de plug et de unplug, ça va. Il y a un standard qui vous l'impose, mais on va aller un peu plus loin que le standard pour voir la robustesse du connecteur. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Les pins d'alimentation doivent tenir un ampère 25. Toutes les autres pins, on s'en fout, c'est juste de la com, donc il n'y a pas beaucoup de courant qui passe dessus. Working voltage 20 volts parce qu'on peut avoir jusqu'à 20 volts DC en application standard. Résistance d'isolation, résistance contre petit arc électrique. On va voir les caractéristiques. Et plus après, on nous impose une force, un minimum de force ou un maximum de force à l'extraction ou à l'insertion. Comment est fait le connecteur? Ça, c'est juste pour vous, pour un rappel. Tout ce qui est matière première, c'est du bronze phosphore. On vous en foutez un peu, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas le produit le plus cher de la création. Mais par contre, il a une bonne élasticité et il a une bonne robustesse. Ça vous permet de pouvoir avoir un contact mécanique facilité. L'alliage qui est mis sur les pins avec une finition or qui permet de ne pas avoir d'oxydation et du palladium nickel sur les sous-couches qui permettent avec le palladium d'avoir une bonne robustesse. Et c'est pour ça que l'on peut augmenter le cycle jusqu'à plus de 10 000 plug and plug. On parle de data, on parle aussi un peu d'ALIM, donc le connecteur est entièrement blindé en une seule pièce qui permet de ne pas avoir de trou et pas avoir de rayonnement possible via le connecteur. On va aller voir ça tout de suite. Donc, pour information, c'est là où il est impératif de contrôler ce qui se passe et d'avoir un plug à froid parce que les pins d'ALIM, comme vous voyez là, avec le GND, sont plus longues. Donc, je vais arriver au contact avec mon système sans que l'intelligence se soit mise en place, parce que les pins sont plus courtes. C'est comme ça, parce qu'il faut quand même, c'est le standard qu'il a imposé. Donc, je connecte la LIM et après, je discute. Si j'ai le moindre problème à la connexion, j'ai un chargeur low cost qui est utilisé et défaillant, et qui me présente 20 volts alors qu'il devait me présenter rien du tout, je vais d'abord connecter le 20 volts sur mon système pour après m'apercevoir que c'est pas bon. Sauf que si j'ai un contrôleur derrière qui fait 5 volts ou un micro qui fait 5 volts ou n'importe quoi qui fait 5 volts, jamais de la vie je vais tenir une tension de 20 volts en max. Donc, je vais cramer toute mon électronique avant de pouvoir ne serait-ce que discuter, de dire « Oups, j'ai un problème ». La distance entre pins, c'est de mémoire, ça doit être 150 microns. Le standard nous demande 100 volts RMS de tenue diélectrique pendant 1 minute. Quand on fait les tests avec nos produits, on s'aperçoit que on tient 1000 volts. Donc, vous avez une marge de sécurité qui est relativement élevée, x10. Qui va vous permettre d'être serein dans tous les petits starts électriques que vous pourrez avoir. Le connecteur n'est pas détruit. Pour info, la photo c'est une photo avec un pulse à 1500 volts parce que le diélectrique est cassé à 1000 volts, mais on voit pas vraiment la marque. C'est pas très significatif. Si on veut prendre une photo pour que ça soit plus significatif, on a poussé le test jusqu'à 1500 volts. Ça n'a pas cramé, hein. Il n'y a pas eu de flamme. C'est juste carbonisé, quoi. Donc 1500 volts tenue diélectrique que j'ai cassé et à 1000 volts je casse pas. Donc il y a de la robustesse sur le connecteur. Passage de courant, 3 ampères le standard avant de faire du power delivery et être autorisé à faire du 5 ampères avec un câble intelligent. Un câble intelligent dit simplement qu'à l'intérieur du connecteur, je vais avoir un contrôleur qui va informer la source qu'il est compatible pour pouvoir prendre du 5 ampères. Donc sur un câble 3 ampères,
quelle est l'élévation de température que l'on peut avoir? C'est assez surprenant pour un 3 ampères et un si petit connecteur, parce que le connecteur, au top, sur le top, le thermo, il a été juste collé sur la tête du connecteur pour prendre la température. On doit être à 12 degrés d'élévation de température sur le connecteur, donc avec le câble et le PCB. Donc 3 ampères, juste 12 degrés d'élévation, on peut pousser le vis et pour aller voir jusqu'où on peut tenir. C'est hors standard, mais c'est pour vous montrer les limites et la marge de sécurité que vous pouvez avoir derrière le connecteur pour l'utiliser de façon la plus rassurée possible. Mes 3 ampères sont là, à peu près 12 degrés d'élévation, 5 ampères. Si avec le câble, je n'ai pas le droit de le faire, le 3 ampères, mais si je suis hors protocole, à 5 ampères, je suis à une vingtaine de degrés. Et si je pousse le vis à 8 ampères, là, je commence à être un peu chaud parce que je commence à être à 55 degrés sur le top. Donc, ça veut dire que les pins sont beaucoup plus chaudes à l'intérieur. Donc là, ça commence à être une application qui n'est pas idéale. Mais j'ai une très très grosse marge de sécurité en termes d'emballement thermique si je fais du full 3 ampères sur un connecteur, un câble 3 ampères. Le connecteur est certifié de toute façon 5 ampères avec l'USB .org parce que c'est la requête de l'USB pour avoir la certification et le standard, enfin être listé dans les fournisseurs. Donc 5 ampères, je suis à 25 degrés sur le connecteur. Pour 99,99% des applications, 25 degrés d'élévation de température, c'est largement acceptable. Si je compare un vrai câble 5 ampères avec mon fameux câble 3 ampères, il n'y a pratiquement rien qui change. Les élévations de température sont quasi identiques jusqu'à 5 ampères. C'est juste qu'il y a une intelligence dedans qui va, si je respecte le protocole, qui m'autorisera ce transfert. Là, pour notre câble 3 ampères, on s'est juste contenté de balancer 5 ampères dedans pour voir ce qui se passe sans intelligence, sans rien du tout, avec une alim et un thermocouple et une caméra thermique et puis via la vie. Donc c'est quasiment identique. Pourquoi l'élévation de température est pas si élevée? Parce qu'on a les 4 pins de VCC et en fait, au lieu de passer simplement sur une pin et un câble, on passe sur 4 fils, les 4 fils du VBus. Donc la répartition thermique est beaucoup plus pratique de dissiper avec les 4 fils à la place d'un. Terme de cycle, comment on reconnaît que comment on arrive à dire que le nombre de cycles sur un connecteur? C'est simplement en faisant une mesure de la résistance du connecteur pour voir s'il y a une déformation et une dégradation. Donc, initialement, on est donné à environ maximum 30 milliohms. Et on va accepter une légère augmentation de la résistance d'essai pour dire bon, c'est acceptable et on considère que ce n'est pas un problème opérationnel. Donc là, si vous voyez ce nombre de cycles qu'il y a dessus, le standard nous demande 10 000 qui est ici. Donc, on est aux alentours de 25 milliohms, donc inférieur à 30 milli. Ça, c'est les données datasheet, de la résistance de contact inférieure à 10 milliohms, 30 milliohms, pardon. On est aux alentours de 25, 10 000 cycles. Il n'y a absolument rien qui a changé. 20 000 cycles, walou, toujours rien qui a changé. 30 000 cycles, on commence à avoir une légère variation et après, on considère qu'il y a rupture parce qu'en augmentant le nombre de cycles, la résistance commence à augmenter. Je dirais pas drastiquement parce qu'à 40 000 cycles, on est encore à 50 milliohms, mais on peut commencer à dire que là, je peux penser à le changer. Donc de 10 000 cycles,
Et je vous rappelle, hein, si 10 000, si je l'utilise 2 fois par jour, je suis à 14 ans d'utilisation. 20 000, ben, j'ai doublé. 30 000, j'ai multiplié par 3. Donc, même ce petit résidu de métal qui est tout petit, il sera toujours vivant quand votre électronique sera morte derrière. Parce que si vous avez une alim, genre si vous avez une source, et qui vous venez vous plugger sur un secteur, vous allez pour du 100 watts probablement mettre un flyback. Ce flyback aura une capa chimique liquide à l'intérieur, donc c'est elle qui va crever avant que le connecteur soit mort, hein, parce que 30 000 cycles ou déjà 14 ans, déjà votre capa elle est déjà morte ici. Donc c'est pas un focus particulier si vous faites une alimentation à découpage avec de la capa chimique de s'inquiéter sur l'utilisation du connecteur. Inquiétez-vous plutôt sur la capa chimique que vous avez à l'entrée parce que c'est elle qui va mourir largement avant. Le shield, puisque on peut passer de la data, donc c'est important de regarder ce qui peut se passer pour pas qu'il y ait ce point-là de rayonnement possible, hein, parce que quand je vais aller au lab, il y a l'antenne qui va venir me chatouiller de 30 mégas en rayonné jusqu'à quelques gigas en fonction du standard. Si je peux éviter d'avoir une source connue de rayonnement, c'est bien. Donc là, l'avantage, c'est que je suis sur un blindage une pièce, donc je n'ai pas d'ouverture et je n'ai pas la possibilité de venir cracher par un orifice que je n'aurais pas vu. Et j'ai les points de contact qui vont permettre de venir entre le plug et le réceptacle, les réceptacles qui vont m'assurer une belle connexion sur le shield par ces points de contact. Le standard en demande 4. Nous, on en a 6. Donc, comme ça, je m'assure d'avoir un 360 tout propre de connexion avec mon shield. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on voit les logements et les encoches qui sont prévues pour être certain que je n'ai pas de soucis de rayonnement sur le connecteur si je suis en train de jouer avec du 3.1 ou autre, voire même si j'utilise une alimentation pas très bien filtrée, que je n'ai pas la possibilité d'avoir un rayonnement, ne serait-ce que de l'alimentation via le connecteur. Et puis ça, c'est l'encapsulage, enfin c'est la connexion que vous avez entre le réceptacle et le plug de façon zoomée pour voir l'empilage de comment ça se passe, pas vraiment de commentaires. L'idéal, l'objectif, c'est de pouvoir harmoniser tout le monde et tout ce qui est portable, avoir un type C. Le type C, vous le voyez, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en alimentation classique jusqu'à 3 ampères 5 volts. À partir du power delivery, je fais exactement ce que j'ai envie sur la tension. Ça peut être 5, 9, 12, 15, 20. Et pareil sur le courant, du moment que je dépasse pas les 100 watts. Je dois être compliant avec le standard. Éventuellement, je dois savoir et pouvoir détecter si la batterie est morte. Parce que si mon sync est mort et qu'il veut se charger, il faut quand même que je puisse le savoir, parce que c'est le but du jeu, c'est de le charger si la batterie arrive et qu'elle est morte. Je dois décharger mon bus quand je déconnecte. Je ne dois pas laisser un 5, un 9, un 15, un 20 volts disponible dès que je suis déconnecté. Je dois décharger le bus pour éviter les dysfonctionnements. Et je dois être capable de communiquer, etc. Donc ça, c'est ce qui va se passer. C'est mes bus de configuration où je vais pouvoir équiper mes bus de config de façon simple avec des résistances pour pouvoir avoir, si j'ai une source de courant, j'aurai la valeur de courant qui découle de ça. Si j'ai mon câble intelligent, j'ai la possibilité de venir connecter une alimentation
pour alimenter mon câble, pour alimenter l'électronique, pour que l'électronique puisse me parler et interagir avec moi. Donc ça, bon, on va passer un peu sur ce truc-là. C'est pas le plus intéressant vu le temps qui reste. Encore une fois, hein, si je me connecte, d'abord je connecte la lime, après je parle. Donc ça, c'est la façon la plus risquée pour tuer un système, même si c'est un système à 2000 ou 3000 ou 4000 balles. Si j'y tue son alimentation à l'entrée, ben, j'ai 3000 ou 4000 balles sur la table qui me servent plus à rien. Donc, c'est de la petite économie de ne pas se rendre compte de ce phénomène. Sur un type C, je peux avoir du 20 volts. Il faut que je me protège de ce 20 volts. Là, c'est beaucoup plus intéressant sur cette partie-là. Je me connecte, j'ai un circuit ouvert. Ça me permet de venir discuter, de m'assurer que la tension est adéquate. Une fois que tout est OK, eh ben, je peux valider la fermeture de la ligne et le transfert en toute sécurité de l'alimentation. Comment faire ça de façon la plus simple? C'est pas ça, on s'en fout. Je vous le laisse pour la présentation. Donc, j'ai la communication qui se fait. C'est une communication qui est assez robuste puisqu'il y a un codage spécifique. C'est pas à vous de le faire, c'est intégré dans le protocole déjà. J'envoie un message. OK, j'ai reçu. Je transfère mes requêtes. OK, bien reçu. Le OK, bien reçu, ça ne veut pas dire que j'accepte, ça veut dire juste que j'ai bien reçu le message. J'accepte, OK, j'ai compris. Et une fois que tout est bon, je travaille. Le code est assez robuste pour être sûr, même s'il n'y a pas une longueur de câble draconienne, donc je n'ai pas une grosse perturbation dessus, mais le code est relativement robuste pour m'assurer que l'information que j'envoie, elle est bien comprise. Donc, je dois m'assurer, je dois avoir des protections contre les courants, contre les élévations de température. Je m'assure que j'ai un V-Safe. Donc, le V-Safe, c'est que je suis à quelque chose qui ressemble à moins de 0,8 volts pour être sûr de ne pas avoir de problème de connexion. Et je dois être capable de décharger mes CAPA à l'intérieur pour faire du zéro plug. Je n'ai pas l'obligation légale de m'occuper de la personne qui est en face de moi. Si je suis une source, je n'ai pas l'obligation légale de protéger la charge. Si je peux le faire, je le fais, mais si elle crame, c'est pas mon problème. C'est la traduction dans le texte. Donc, faites attention quand vous utilisez une source qui n'est pas à vous, elle n'a pas l'obligation de vous protéger. C'est ça ce qu'il y a derrière. Parce que si c'est vous la charge, vous n'allez pas être content. Mais légalement, elle s'en fout de vous, quoi. Donc faites bien attention et protégez-vous tout seul. Ne demandez pas aux autres de vous protéger, protégez-vous tout seul. C'est un peu comme la CEM. Vous avez une limite d'émission, mais en même temps, on vous dit de pas faire confiance à votre environnement parce que vous avez besoin d'une immunité. Une immunité sur les surtensions, une immunité contre les décharges électrostatiques, une immunité sur les bursts. Donc en CEM, vous avez ce besoin d'immunité. Sur le type C, vous avez aussi ce besoin d'immunité. Protégez-vous tout seul. Ne demandez pas aux autres de le faire à votre place. Comme ça, vous êtes safe dans tous les cas de figure. Vous mettez un contrôleur. Vous vous assurez d'avoir un circuit ouvert à la connexion. Vous faites la mesure de la tension d'entrée. Si tout va bien dans le meilleur des mondes, vous fermez le circuit. Et il n'y a pas une grosse électronique qui va derrière, hein. Ça peut faire peur, mais ça c'est le schéma de base. Et on finira là-dessus parce que ça reprend à peu près tous les scénarios. J'ai mes pins de configuration hein, que je peux utiliser avec source de courant. Donc j'ai ma source qui va me donner une résistance. Je sais que c'est une source, donc je peux communiquer ici. J'ai mes CAPA, donc ça c'est la lime que je drive. Ça peut être un flyback, ça peut être n'importe quelle lime ici.
Ce que j'ai besoin de m'assurer, c'est qu'à un moment donné, quand je déplugue, je la décharge. Donc, je prévois un circuit de décharge avec une constante de temps, parce que j'ai une limite de temps pour décharger, mais c'est rien de plus que un MOSFET ou autre truc que je vais mettre on ou off avec ma résistance de décharge. Pour la capa de sortie, c'est la même chose. Je vais m'assurer qu'elle soit déchargée. Donc celle-là, elle est souvent plus petite que la capa de cul de la lime. Donc je peux avoir un circuit de décharge en interne de l'IC qui me permette de m'assurer en pas longtemps que je sois à zéro. Et puis je contrôle mon switch en ayant fait mes mesures de tension, tout est OK, ben, j'ai un switch qui va me dire ben, je te ferme ou je t'ouvre. Ah non, j'ai un problème, je te laisse ouvert. Pareil côté source, j'ai un switch que je contrôle. Si ma tension que je vois là, elle est bonne, donc 0,8 volts, c'est un plug à froid, tout va bien. Je ferme mon switch et puis je peux récupérer parce que j'ai communiqué avec lui au départ. Pour le Power Delivery, au départ, il va me donner un 5 volts safe. Et une fois que je commence à discuter avec lui, avec mon 5 volts, je peux lui demander de changer et qu'il me dise qu'est-ce que lui a prévu pour fournir l'alimentation. Et là, pareil, c'est pas super compliqué à faire. La façon la plus simple de faire ces étages de tension, c'est de prévoir sur le feedback de l'alimentation un réseau de résistance qui va me permettre de changer le feedback pour changer la tension de sortie. Donc, si j'ai 5 possibilités, je peux plugger 5 résistances qui vont me permettre de les modifier pour changer le feedback. Et de mémoire, je crois même que ST a des produits un peu plus adaptatifs parce qu'on peut changer à la volée directement sans avoir besoin de plugger de la vraie résistance sur la carte. C'est là ici qui est adaptable à tout moment. Il n'y a plus qu'à lui envoyer l'information dans sa mémoire. Je veux 9, je veux 10, je veux 12, et c'est lui qui se démerde à aller contrôler le feedback. Donc, il y a beaucoup de points, mais d'un point de vue électronique et design électronique, on n'a pas besoin d'être bac plus 12 pour le faire. Là, ici, les chips de micro, d'ST Micro, ils ont le protocole est déjà stacké dedans, donc vous avez rien à modifier. Il y a juste quelques registres de mémoire que vous pouvez adresser. Donc, faut pas non plus être bac plus 12 en informatique pour faire ça. Et la gestion de la lime, c'est vraiment du basique. Donc, comme toutes les fonctions sont intégrées, donc c'est relativement facile à mettre en œuvre. Enfin, à mon point de vue. Donc voilà, je pense qu'on arrive à 12h03. Je suis trop fort, j'ai que 3 minutes de retard. Pour ma part, je pense que c'est fini. Juste un petit coup de filtrage à la fin pour vous montrer le filtrage. Donc ça, si j'utilise toutes les fonctions avec l'USB 2, l'USB 3 et un petit filtrage d'alimentation parce que dit alimentation, dit CEM à un moment donné. Donc là, la lime, elle est relativement simple, mais relativement efficace. On l'a designé juste pour l'exemple en essayant de minimiser la taille. C'est pour ça que quand on arrive à 100 watts, l'élévation de température sur la self est un peu élevée, mais parce qu'on avait une dominante de contrainte sur la compacité du design, parce que je crois que de mémoire, l'inductance a fait un petit 4 mm sur 2 mm. Donc c'est pas un gros bébé. Donc voilà, le filtrage est assez simple à réaliser. Et pour la data, si vous voulez avoir un œil sur la data, donc ça, c'est les modifications d'impédance juste avec le plug et le circuit nu pour voir un peu les paires d'insertion qu'on peut avoir, si c'est toujours acceptable avec le diagramme de l'œil. Tout à fait.
et après avec l'insertion des TVS pour les décharges électrostatiques, si vous y êtes soumis probablement. Donc voir l'impact dans le design et sur le diagramme. Donc tous les produits sont faits de telle sorte que les éléments parasites, que ce soit kappa parasite ou inductance parasite, ne viennent pas apporter de distorsion de signal. Donc là, avec les modes communs, donc là, le filtre, il est fait de façon complète, le filtrage de l'USB, que du mode commun sur un USB, parce que de toute façon, il n'y a pas de mode différentiel en bruit, et les décharges électrostatiques qui doivent être pris en compte. Donc, un pouillème de kappa parasite, d'inductance parasite, un pouillème de kappa parasite sur les selfs, mais on s'assure qu'il n'y a pas violation du diagramme, plus l'alimentation. Donc ça, c'est le circuit classique d'un USB 3.0 compatible 2.0, plus une alim qui peut tenir 100 watts. Voilà, là, cette fois-ci, j'ai vraiment fini. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Germain, tu peux reprendre la main. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne fin d'apéro pour ceux qui vont le boire. Et si vous avez des questions, vous savez où je suis. Sinon, vous avez le petit questionnaire. Merci Alain, je suis là, j'ai repris la main. Juste, on a eu pas mal de questions. Merci Benoît, il a beaucoup répondu à des questions qui étaient destinées plutôt à ST Micro. Alors je rappelle juste que l'interface est ici, comme ça vous le voyez bien. Et pendant que vous commencez à poser vos premières questions, Alain et Benoît, je vous ai affilié 2-3 questions. Vous pouvez trier la colonne qui répond et voir votre nom affiché. Sachant que Benoît a déjà répondu à la plupart, il y a des gens qui ont reformulé, etc. Je vous laisse regarder juste le temps que les gens posent les autres questions. En attendant, justement, je vous rappelle que le webinaire sera disponible en replay dès cet après-midi sur l'adresse que j'indique ici. Il y a un petit questionnaire à la fin où vous pouvez également derrière nous reposer d'autres questions si des informations étaient manquantes. On aura les PDF que vous pouvez également nous demander. Ils seront mis à votre disposition. Voilà, bon, on arrive à la fin de la présentation. On garde la session ouverte pendant encore une dizaine de minutes pour éventuellement répondre aux questions. Et pour commencer, Alain, il y avait une petite pour te chauffer là. Si tu pars d'un PC qui est source, jusqu'à quelle puissance tu pourrais imaginer? J'imagine que ça va dépendre des fabricants, il n'y a rien encore défini. Et du coup, les tensions en découleront, mais je te laisse répondre si tu veux bien. Il n'est plus là. Tu es en train de chercher, c'est ça, Alain? Alain? Pardon, j'avais coupé le son. Pardon, j'avais coupé le son. Elle est où la question? 11h28, je ne sais pas si tu remontes de cette manière-là. 11h28, quelle puissance maxi quand ça provient d'un PC? Ouais, par exemple. Il y avait Ma source est un PC. Ah bah ça dépend le fabricant. Qu'est-ce qu'il aura mis comme appli? Est-ce que le PC vous fera du power delivery ou pas? Si pas, ça va être du 5 volts. Et après, en fonction de ce qu'il aura prévu lui, faut peut-être vous attendre à 1 ampère 5, pas plus. Et ça m'étonnerait qu'un PC il vous propose un 3 ampères, ou alors il va falloir mettre, il va vous faire payer ça parce qu'il va falloir qu'il développe la lime à l'intérieur. Donc un PC, je pense pas que vous sortiez plus d'1 ampère et demi. À la suite de ça, j'en ai une qui est toute récente là, mais que tu peux enchaîner. C'est: des impédances contrôlées sur les PCB sont-elles nécessaires? Point d'interrogation. Et cette même personne demandait si c'était adapté pour le médical. En parlant du connecteur, pardon. En parlant du connecteur. Ouais, répète la question. Où elle est? Quelle heure? Des impédances à 12h06. Les impédances contrôlées sur les PCB sont-elles nécessaires? Des impédances contrôlées sur le PCB sont-elles nécessaires? Si vous parlez du 3.1 et de la data,
c'est le must de faire de l'impédance contrôlée parce que sinon, il faut que vous contrôliez les distances entre les pistes, les largeurs des pistes et les épaisseurs de pistes pour vous assurer d'avoir la bonne impédance. Ouais. Est-ce que pour le c'est médical? Ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas de raison que ça soit pas médical puisque c'est de la data. Après, si le médical là-dessus, il y a de la CEM à passer en particulier, il faut s'assurer que le design puisse se passer en CEM. En termes de normes de sécurité, comme je n'ai pas de trucs tragiques, je reste encore en 20 volts au cas où si j'ai l'alimentation, donc je reste en très basse tension. Faut voir si la norme médicale est venue chatouiller l'USB type C et lui a demandé des choses. Je ne peux pas vous répondre à 100% par un oui ou par un non. Je laisse un petit peu regarder. Peut-être que Benoît est en train de le faire aussi. Je réponds à certaines à la main. Est-il possible de l'utiliser? Vous avez parlé de batterie, mais est-il possible d'utiliser comme alimentation permanente d'un terminal avec ou sans batterie? Il y a cette question qui vient d'apparaître. Oui, voilà. donc la réponse est Ou oui, hein, Benoît, complètement. Oui. Oui. La réponse est oui, complètement. On voit des applications de type, par exemple, les smart speakers. C'est le genre d'application qui illustre ce use case. Voilà, c'est des devices qui sont en permanence connectés, qui n'ont pas de batterie et auquel cas le port USB-C est utilisé comme alimentation principale. Merci Donc, tout Benoît. à fait, on fait on en fait ce qu'on souhaite. Tant que j'y suis, Benoît, il y avait une question qui était adressée sur le dialogue I2C. Tu en as répondu à la majorité. Il y en a une à 11h31 sur la programmation et le fait qu'on fasse référence à l'I2C. C'était juste une précision, je pense, de la part de cette personne. Oui, donc la programmation des circuits en vue de leur customisation, il y a une seule porte d'entrée dans le circuit qui permet de le faire et c'est en effet l'interface I2C. On est sur des architectures sans microcontrôleur intégré. Donc en effet, le circuit embarque un contrôleur I2C slave et donc c'est la porte principale pour aller programmer soit la mémoire non volatile, soit pour faire un échange permanent avec un processeur d'application sur la mémoire volatile, sur la RAM. Très Donc bien, merci. pas d'autres interfaces de communication. Et je pense que Benoît, tu avais donné il y a eu des questions similaires et que je pense que comme tu as tu as donné parfois la réponse à tous, je pense que cette personne, si elle veut plus de détails, il y avait des réponses que tu as formulées qui sont encore plus détaillées par écrit. Donc je conseille à ce monsieur de regarder s'il le souhaite. Je vois qu'on a répondu à la plupart des questions. Elles sont toutes répondues. Il en reste deux qui étaient des réponses à tes réponses, Benoît. Donc c'était plutôt particulièrement sur le projet de la personne. D'accord, oui. J'ai Toujours sur peut-être le flash répondu dans RAM, une mauvaise case. voilà. Ouais, non, mais celle-là, oui, celle-là, elle est répondue. En effet, tu as raison. Et il y en a une sur une personne qui utilise l'USB 2 d'un côté, Oui. et tu avais répondu, il avait reformulé Voilà, à j'en ai nouveau. pas parlé, mais en effet, les contrôleurs Power et Data s'implémentent en parallèle. Donc il faut router les bonnes pins au bon endroit. Au niveau du microcontrôleur, ce qu'on peut conseiller, donc c'est d'augmenter le niveau de protection quand on utilise l'USB-C. Parce que voilà, potentiellement ça peut monter en tension. Donc autant le 45L ou le 45 est déjà prévu pour ça, autant les contrôleurs traditionnels qui gèrent la data le sont pas forcément. Donc c'est la problématique qu'on retrouve aussi sur les PC. Et ça rejoint ce que disait Alain. Il y a en effet très peu de PC qui proposent une puissance démentielle sur
sur le port USB-C parce que voilà, les PC gèrent essentiellement de la donnée et ils se mettent un petit peu à risque s'ils gèrent trop de puissance. C'est des surcoûts. Donc en effet, on retrouve des PC essentiellement à 5 volts, 1 ampère 5, très rarement 3 ampères. Ça coûte et encore moins à plus haute tension. Sur les téléphones portables, on trouve des téléphones portables qui sont capables d'alimenter en haut de gamme 9 volts. Ça se trouve sur les téléphones chinois. Très bien, merci beaucoup. Et ben, comme vous le voyez, messieurs les organisateurs, on a répondu à tout. Les derniers messages sont des remerciements. Je pense que du coup, on peut clôturer la session. Je vous remercie à tous les deux pour votre présentation. Je vois que les participants aussi le font. Tout est bon, sauf si vous avez un message à passer. Je vous salue, je vous remercie encore. Eh ben, écoutez, Benoît merci Alain, de vous être ouais. connectés à tous et puis bonne fin de journée et puis à bientôt pour d'autres aventures. À bientôt. Merci à Wurtz pour l'invitation. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.